J'ai vu un inconnu embrasser ma femme à son gala d'entreprise, alors je me suis approché et j'ai dit quelque chose qu'elle n'oubliera jamais. Au début, elle ne m'a pas vu. Elle était trop occupée à l'embrasser. C'était un baiser lent, délibéré, les deux mains posées contre sa poitrine, comme s'ils étaient les seules personnes sur Terre. Ce n'était pas un baiser d'ivrogne. Ce n'était pas un défi. Ce n'était pas juste un béco. C'était le genre de baiser que l'on donne à quelqu'un que l'on a déjà embrassé. Il y avait de la musique, quelque chose d'entraînant et de joyeux, mais tout ce que j'entendais, c'était le vent dans mes oreilles et le verre dans ma poitrine qui se fissurait. J'aurais pu rester là, figé pour l'éternité, mais mes jambes se sont mises en mouvement. Je ne me souviens pas de leur avoir donné l'ordre. J'ai marché droit sur eux. Personne ne m'a arrêté. Personne n'a remarqué. Le monde continuait de tourner comme s'il ne s'effondrait pas. Le type m'a vu le premier. Il a reculé comme si j'étais juste un autre invité à la recherche des toilettes. Puis elle s'est retournée. Son rouge à lèvres était étalé. La couleur exacte que je lui avais achetée à Noël dernier. Celui qui, disait-elle, la faisait se sentir dangereuse. Elle a cligné des yeux, comme si elle était confuse pendant une seconde. Puis son regard est devenu froid. Pas coupable, pas désolé, juste vide. Comme si elle s'était déjà préparée pour ce moment et l'avait répété dans sa tête. J'ai ouvert la bouche et ce qui en est sorti n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la rage. C'était quelque chose de pire. C'était le calme. Tu viens de mettre fin à notre mariage. Elle n'a même pas tressailli. Au lieu de ça, elle a penché la tête, a souri, et a dit, tu as tort. Et à cet instant, j'ai su quelque chose que je ne pourrai jamais désapprendre. Ce n'était pas le début de la trahison. C'était la fin de la représentation. Et je venais de tomber par hasard sur la scène finale. Elle ne m'a pas poursuivi quand j'ai tourné les talons et quitté ce toit terrasse. Elle n'a pas crié mon nom, ne s'est pas excusée, n'a pas pleuré. Je n'arrêtais pas de m'attendre à entendre des pas derrière moi, des talons claquant rapidement sur les carreaux de la terrasse, sa voix tendue, prononçant mon nom. Rien, juste le silence et la musique étouffée tandis que je me dirigeais vers l'ascenseur. Dans l'ascenseur, j'ai fixé mon reflet sur les parois métalliques. J'avais l'air d'un homme qui n'avait aucune idée de ce qui venait d'arriver à sa vie. Je n'arrêtais pas de me le repasser en boucle. Le baiser, l'expression sur son visage, le sourire narquois quand elle a dit que j'avais tort. J'ai pensé qu'elle était peut-être ivre. Qu'elle avait peut-être paniqué. Que c'était peut-être sa façon de nier la réalité. Mais non, ce regard n'était pas de la peur. Ce n'était pas de la honte. C'était du contrôle. Elle n'avait pas l'air d'avoir été prise sur le fait. Elle avait l'air de s'être attendue à ma venue. De retour dans la voiture, je suis resté assis sur le parking pendant une demi-heure avant de pouvoir tourner la clé. Mes mains tremblaient. J'avais l'impression d'être tombé sur une étrangère portant la peau de ma femme. C'était comme si je ne la connaissais pas du tout. Mais en même temps, de petits moments des derniers mois ont commencé à défiler dans ma tête plus vite que je ne pouvais les filtrer. Le week-end annulé à Esty Park à cause d'une échéance de dernière minute. Les longues douches pendant que son téléphone était toujours en mode « ne pas déranger ». L'intérêt soudain pour la tenue d'un journal, même si je ne l'ai jamais vu écrire un seul mot. Le parfum sur son écharpe qui n'était pas le sien. Les 3 fois où je me suis réveillé seul dans le lit à 3 heures du matin pour la trouver en train de vérifier ses emails dans la cuisine. Je voulais croire que ce n'était qu'une erreur, un terrible, affreux et unique manque de jugement. Je voulais croire qu'elle dirait qu'elle était désolée et me supplierait de comprendre, mais mon instinct me disait le contraire. Ce moment sur le toit terrasse n'était pas un accident. C'était délibéré. C'était public. C'était conçu pour mettre fin à quelque chose. J'ai conduit jusqu'à la maison, engourdi. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je ne savais même pas quoi ressentir. Juste cette lourdeur froide qui me pressait la poitrine, comme si je portais un manteau mouillé fait de briques. Quand je suis entré dans la maison, tout paraissait trop normal. Notre chienne, Franny, remuait la queue. Le lave-vaisselle bourdonnait. La lampe du salon était toujours allumée. Sa couverture préférée était drapée sur le canapé. Rien n'indiquait qu'un mariage venait d'imploser. Et puis j'ai vu son iPad, laissé sur la table de la salle à manger, l'écran encore allumé. Je n'étais pas fier de ce que j'ai fait ensuite, mais je l'ai ouvert. Pas de code. Elle n'en utilisait jamais.
Elle disait toujours, qu'est-ce que j'ai à cacher? Apparemment, tout. Je n'avais pas l'intention de fouiner. Je le jure. Quand j'ai vu l'écran briller sur la table, je voulais juste l'éteindre, économiser la batterie, garder à la maison son aspect normal, comme si elle ne venait pas de devenir l'épicentre du désastre. Mais mon doigt a hésité au-dessus du bouton et, par pur instinct, j'ai baissé les yeux et j'ai vu que ces messages étaient toujours ouverts. Il n'y avait pas de nom, juste des initiales. Une conversation était avec quelqu'un enregistré sous le nom de C. Je savais déjà qui était C. Je venais de le voir dévorer les lèvres de ma femme sur un toit terrasse comme s'il faisait ça depuis des mois. J'ai tapé sur la conversation, l'estomac noué, les mains moites. C, tu étais si belle dans cette robe ce soir. J'aurais aimé pouvoir te ramener à la maison. Rel, bientôt. Sois juste patient. Il est lent, mais pas stupide. J'ai lu cette phrase 5 fois. Il est lent, mais pas stupide. Était-ce censé parler de moi? Étais-je il? Ou étais-je dans le déni, interprétant trop les choses? J'ai continué à faire défiler, ayant besoin de plus qu'un simple soupçon. Et c'était là, un message vieux d'une semaine, daté de 1h42 du matin, alors que je la croyais endormie à côté de moi. Michel, il pense toujours que je fais des rapports tard le soir. Je lui ai dit que j'étais debout, inquiète à propos de la FIV. Il l'a cru, bien sûr. Il veut croire que j'essaie encore. Il y eut un moment de silence complet en moi. Pas seulement autour de moi, en moi. Comme si mes pensées s'étaient arrêtées. Mon pouls avait ralenti. Je me suis soudain senti en dehors de mon propre corps, comme si je flottais au-dessus de moi-même, regardant un pauvre type lire les preuves de sa propre déchéance. Et puis la rage s'est insinuée. Pas bruyante, pas explosive, juste lourde, comme si mon sang s'était transformé en sable mouillé. J'ai continué à faire défiler, plus de textos, plus de mensonges, plus de blagues privées entre eux à mon sujet, sur mes routines prévisibles, sur le fait que je cuisinais toujours le jeudi, sur ma gratitude pathétique chaque fois qu'elle initiait quelque chose de physique. Il se moquait de mes efforts, de ma patience, de ma sincérité. Il y avait même une photo, moi, endormi sur le canapé avec la télé en arrière-plan. Une photo clairement prise à mon insu. La légende, pendant que le mari dort, la reine prépare ses plans. J'ai violemment posé l'iPad, mais sans le casser. Je voulais le faire. Mon Dieu, je le voulais, mais une partie de moi avait besoin de le garder. Une preuve. Quelque chose de réel. Quelque chose d'indéniable. Pas parce que j'allais l'exposer. Pas encore. Je ne savais même pas si j'en serais capable. Je voulais juste le regarder la prochaine fois que j'essaierais de me convaincre que j'avais peut-être mal compris. Parce que je voulais croire que ce n'était pas réel. Même avec les preuves, même après le toit terrasse, une partie de moi espérait encore me réveiller et que tout cela ne serait qu'un rêve, que je la trouverais dans la cuisine en train de fredonner en préparant le café, me demandant si j'avais pensé à sortir les poubelles. Mais au lieu de cela, je me tenais seul dans cette salle à manger faiblement éclairée, respirant comme si je venais de courir un marathon, fixant un appareil qui, en 15 minutes, avait déchiré un trou dans tout ce que je croyais des 7 dernières années de ma vie. Et tandis que je me tenais là dans ce silence, une seule pensée terrifiante s'effrayait un chemin jusqu'au premier plan de mon esprit. Et si tout ça n'avait jamais été une question d'infidélité? Et s'il s'agissait de se débarrasser de moi? Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté allongé sur le bord du lit, raide comme un cadavre, respirant à peine. La pièce était plongée dans une obscurité totale, à l'exception de la douce lueur de la veilleuse du couloir, celle qu'elle avait insisté pour que nous laissions allumer depuis qu'elle avait lu cet article sur le somnambulisme déclenché par l'obscurité absolue. Je me souviens avoir pensé que c'était une excuse étrange à l'époque, mais comme tout le reste maintenant, cela ressemblait à un détail que j'avais été manipulé pour accepter. Elle est rentrée à 1h23 du matin. J'ai entendu la porte du garage, le bruit sourd de ses clés, ses talons tombant près de l'entrée. Elle se déplaçait dans la maison comme si de rien n'était. Pas de panique, pas de culpabilité, juste des pas fluides et mesurés. J'ai fermé les yeux et fait semblant de dormir. Je ne pouvais pas lui faire face. Pas encore. Elle est montée dans le lit, s'est tournée vers le mur et a poussé un petit soupir de satisfaction, comme si elle avait passé une bonne nuit. Je suis resté là, les muscles contractés, les battements de mon cœur comme le tic-tac d'une horloge dans mes oreilles. Je voulais lui crier dessus, la secouer pour la réveiller et lui jeter l'iPad au visage,
mais je ne l'ai pas fait. Quelque chose dans mon instinct a murmuré, pas encore. Observe. Attends, écoute. Le lendemain matin, elle avait repris sa routine habituelle. Préparant le café, jouant avec le chien, fredonnant comme quelqu'un qui se croyait encore intouchable. Je suis resté silencieux, observateur. Je n'étais plus moi-même. J'étais autre chose maintenant, comme une ombre dans ma propre vie, observant simplement depuis le coin de la pièce. Et c'est là que ça m'a frappé. L'iPad n'était que le début. Michel gardait un dossier Dropbox partagé sur son ordinateur portable. C'était techniquement le nôtre, utilisé pour les affaires de la maison, les documents, les plans de vacances, les factures, mais je ne l'avais pas consulté depuis des lustres. C'était elle, l'organisée. J'étais l'idiot de la technologie distrait qui lui demandait toujours où se trouvaient les choses. Elle aimait ça. Mais cette fois, je l'ai ouvert pendant qu'elle était sous la douche. J'ai utilisé mon téléphone, juste au cas où. Le dossier semblait normal au début. Même catégorie, même fichier, mais quelque chose clochait. L'activité récente montrait une modification datant de 2 nuits auparavant, et ce n'était pas pour quelque chose de financier ou de personnel. C'était un sous-dossier intitulé « Doc Transfert Maison version finale ». Mon estomac s'est noué. À l'intérieur se trouvaient des PDF étiquetés avec des termes juridiques que je ne comprenais pas entièrement, mais les noms de fichiers en disaient assez. Acte de cession de propriété rapide.pdf, modification propriété immobilière.pdf, signature notariée en attente.pdf. Il y avait des formulaires scannés avec des espaces vierges pour les signatures. Mon nom était déjà tapé, pré-rempli. Elle avait préparé des documents pour prendre la maison. Dans mon dos. Je me suis senti physiquement malade. J'ai ouvert un autre document. C'était une feuille de calcul intitulée « Chronologie, séparation personnelle légale ». À première vue, cela ressemblait à un plan de projet de son bureau, avec des cellules colorées, des tâches, des dates, des colonnes de progression. Mais les tâches n'étaient pas liées au travail. Elles me concernaient. 4 avril, commencer à prendre ses distances émotionnellement. 18 avril, suggérer une thérapie, mais ne pas donner suite. 2 mai, commencer à modifier les accès financiers. 10 juin, obtenir une boîte postale privée. 17 juin, lancer la phase de découverte concernant le récit de l'infidélité. 22 juin, impliquer dans un incident public. Rends-le visible. Je me suis figé sur cette dernière ligne. Rends-le visible. Ce baiser sur le toit n'était pas spontané. Il était mis en scène. Il était programmé. Soudain, son sourire suffisant, son calme quand je l'ai surprise, tout prenait sens. Elle n'était pas choquée parce qu'elle voulait être surprise. Elle avait conçu ce moment comme l'acte final d'une pièce de théâtre. J'ai posé mon téléphone. Mes mains tremblaient à nouveau. La prise de conscience m'a frappé comme une gifle. Elle ne me trompait pas seulement. Elle était en train de monter un dossier. Et l'histoire qu'elle écrivait ne se terminait pas par une trahison. Elle se terminait avec moi dans le rôle du méchant. Le lendemain matin fut pire que le précédent. Non pas à cause de ce que j'avais trouvé dans le dossier Dropbox. Non pas à cause des textos que je ne pouvais plus ignorer, mais parce qu'elle est entrée dans la cuisine comme si tout allait bien. Comme si je ne l'avais pas vue embrasser quelqu'un d'autre. Comme si elle n'avait pas planifié mon effondrement émotionnel sur une feuille de calcul. Elle portait ce même peignoir lavande que je lui avais acheté il y a 3 Noëls. Celui qu'elle ne portait que les week-ends où nous prévoyions de passer la matinée au lit. Elle fredonnait à nouveau, une chanson entraînante d'une publicité télévisée. Elle m'a versé du café sans me le demander, l'a fait glisser sur le comptoir comme une serveuse et a dit « Ça va ? Tu étais un peu silencieux hier soir. » Je l'ai fixé, complètement silencieux, sans cligner des yeux. Elle n'a pas bronché. N'a même pas eu l'air coupable. Ses yeux m'ont scruté comme si elle me lisait pour obtenir des mises à jour, essayant d'évaluer l'ampleur des dégâts à contrôler. Je voulais le dire. Tu l'as embrassé. Tu as embrassé Caleb. Tu m'as souri au visage et tu as dit que j'avais tort. Tu as comploté une fausse chronologie de mariage et préparé des transferts légaux dans mon dos. Mais je ne l'ai pas fait, parce que quelque chose en moi, la partie d'elle que je n'avais pas encore brisée, a murmuré un mot. Levier. Alors je n'ai rien dit. J'ai cligné des yeux, siroté mon café et lui ai adressé un sourire fatigué. Juste mal dormi, ai-je marmonné.
Elle m'observait. Je pouvais dire qu'elle ne s'y attendait pas. Il y eut un bref instant de tension dans sa mâchoire, comme si son cerveau devait recalculer, comme si elle s'attendait à une dispute et était décontenancée par ma docilité. Grosse journée, a-t-elle demandé, essayant de paraître décontractée. J'ai hoché la tête. Elle s'est penchée sur le comptoir et a dit, « Je pensais qu'on pourrait peut-être faire quelque chose ensemble ce week-end. Juste nous deux, quelque chose de relaxant. » Ma main s'est crispée sous le comptoir. C'était la phase du gaslighting. Je le reconnaissais maintenant. Elle n'essayait pas de réparer quoi que ce soit. Elle testait les limites de sa capacité à manipuler l'histoire. Elle avait besoin que je sois enregistré comme étant d'accord, souriant, participant, existant à ses côtés sans résistance, pour que, lorsqu'elle ferait son dernier mouvement, elle puisse pointer cela du doigt et dire, « Vous voyez, il allait bien. » Nous étions heureux. Il n'a jamais dit que quelque chose n'allait pas, et comme l'idiot qu'elle me prenait pour, j'ai joué le jeu, bien sûr, ai-je dit, d'une voix encore plus douce cette fois. Ça a l'air sympa. Toute sa posture s'est détendue. Elle a contourné le comptoir, m'a embrassé sur la joue et a dit, bien. Je pense qu'on a besoin d'une remise à zéro. Une remise à zéro? Ce mot a rebondi dans mon crâne comme une balle de ricochet. Comme si tout cela n'était qu'un malentendu, un petit accroc dans le récit, quelque chose à rebrander. Mais la vérité, c'est que je ne cherchais pas une remise à zéro. Je cherchais des preuves. Plus tard dans la journée, alors qu'elle travaillait à domicile dans le bureau, porte fermée comme toujours, je me suis connecté à notre compte de photos partagé sur le cloud. Je ne m'attendais pas à grand-chose. Elle n'était pas négligente avec ce genre de choses, mais elle avait récemment synchronisé son téléphone pour une sauvegarde après l'avoir fait tomber la semaine dernière. Je me suis dit que peut-être, juste peut-être, quelque chose était passé entre les mailles du filet. C'était le cas. Enfouies dans le dossier de téléchargement automatique se trouvaient des rafales de capture d'écran cachées, non pas de sa pellicule, mais d'une application de notes privées qui avait capturé des messages entiers, des plans, des listes, et même des scripts. Oui, des scripts. Des paragraphes de répliques répétés pour de futures disputes. Des scénarios d'entraînement, des réactions potentielles de ma part et la façon dont elle les dirigerait. S'il parle du baiser, nie d'abord, puis pivote pour blâmer sa distance émotionnelle. S'il trouve les textos, dit que c'était du flirt, mais rien de physique. Insiste pour une thérapie de couple. S'il menace de divorcer, pleure. Dit que tu ne le reconnais plus. Dit qu'il est cruel. Elle s'était littéralement préparée à chaque réaction possible, chaque choix, chaque confrontation. Comme si je n'étais qu'un personnage têtu dans une pièce qu'elle avait écrite, et qu'elle était la réalisatrice déterminée à respecter chaque étape. Mais le problème avec les répétitions, c'est qu'elle ne vous prépare jamais au moment où l'acteur sort du scénario. Cette nuit-là, allongé dans le lit à côté d'elle, je ne pouvais m'empêcher de penser au mot « script ». Combien de nos disputes avaient déjà été écrites avant même que j'ouvre la bouche? Combien de fois avais-je parlé avec douleur pour qu'elle réponde avec une réplique qu'elle avait répétée devant le miroir? Elle dormait comme un bébé à côté de moi, recroquevillée comme une femme qui n'a rien à cacher. Pendant que mon corps était rigide et bien éveillé, me sentant piégé dans le mariage de quelqu'un d'autre. Je voulais tellement la confronter. Chaque instinct en moi criait justice. J'avais les textos, la chronologie, les photos, les documents juridiques, les scripts. Mais pourtant, quelque chose dans mon instinct disait, ce n'est pas le moment. Ne te contente pas de l'exposer. Sois plus malin qu'elle. Et puis je me suis souvenu d'Ali. Ce n'était pas quelqu'un dont nous parlions souvent, à peine du tout, en fait. Mais je me souvenais que Rel l'avait mentionné une fois il y a des années, en passant, une meilleure amie de l'université. Elles avaient eu une énorme dispute. Quelque chose de dramatique. Je ne m'en souvenais que parce que Rel était devenue étrangement froide quand j'avais évoqué Ali une fois, disant quelque chose comme « on ne se parle plus ». Les gens changent. Il vaut mieux laisser certains amis derrière soi. Mais cette expression sur son visage, ce n'était pas de l'agacement. C'était de la peur. Je ne savais pas grand-chose. Mais je savais une chose. On n'aurait pas complètement quelqu'un de sa vie à moins d'avoir une très bonne raison. Alors je l'ai trouvé. Ce n'était pas difficile. Les médias sociaux, même verrouillés, laissent des traces. J'ai vu un profil LinkedIn, quelques tags Instagram, une vieille publication d'anniversaire de quelqu'un de l'ancienne sororité de Rel. En moins d'une heure, j'avais une adresse email.
Je l'ai fixé pendant un long moment. Je n'avais aucune idée de ce dans quoi j'allais m'engager. Pour autant que je sache, Ali détestait Rel pour quelque chose de totalement différent. Un drame mesquin, de la jalousie, quelque chose de vieux et de mort. Mais peut-être pas. J'ai écrit quelque chose de simple, direct, poli, mais juste assez énigmatique pour piquer sa curiosité. Objet, je sais que c'est inattendu, mais c'est à propos de Rel. Salut Ali. Vous ne me connaissez pas personnellement, mais je pense que nous avons peut-être quelque chose en commun, ou du moins une préoccupation partagée. Je suis son mari. Je pense que quelque chose ne va vraiment pas et je crois que vous pourriez être l'une des rares personnes à pouvoir m'aider à comprendre. Sans pression. Juste, si vous êtes prête à parler, j'apprécierais vraiment. Wendell. Je m'attendais au silence ou peut-être à une réponse d'une ligne du genre, laissez-moi en dehors de ça. Au lieu de cela, j'ai reçu une réponse en moins de 10 minutes. Wendell, j'attends ce mail depuis des années. Quand pouvons-nous parler? Ali. Mon cœur est tombé dans mon estomac. Je lui ai donné mon numéro. Elle a appelé dans l'heure. Et ce qu'elle m'a dit ensuite a changé ma façon de voir ma femme pour toujours. Apparemment, le besoin de Michel d'orchestrer la réalité n'était pas nouveau. Selon Ali, elle avait déjà fait ça avec des ex, des employeurs, même des amis. Ali a dit que Rel avait un jour falsifié des captures d'écran pour faire expulser une fille de leur résidence universitaire. Manipulé un petit ami pour qu'il lui cède une voiture en le convainquant qu'il lui devait un arriéré pour travail émotionnel. Elle était brillante, charismatique, calculatrice. Elle s'est raconté une histoire, a dit Ali, la voix tendue. Elle a toujours 3 coups d'avance. Elle fait croire aux gens qu'ils sont fous pendant qu'elle réarrange l'échiquier. Je lui ai demandé pourquoi elles avaient cessé d'être amies. Elle est restée silencieuse une seconde, puis a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Elle a essayé de me faire accuser d'avoir volé de l'argent à une œuvre de charité pour laquelle nous étions toutes les deux bénévoles. Elle a dit qu'elle avait des preuves. Tout était fabriqué. Je l'ai surprise en plein milieu de son plan. Alors, elle a détruit notre amitié et a dit à tout le monde que j'étais instable, et ils l'ont cru. Ma gorge s'est asséchée. Encore ce même mot. Preuve, fabriqué, mis en scène, scripté. Ali a fait une pause, puis a dit, Wendell, je ne sais pas ce qu'elle prépare, mais si elle est de retour dans la phase de scénarisation, ça veut dire qu'elle est proche de la fin du jeu. Tu ne veux pas être là quand le rideau tombera. J'ai raccroché, fixant le plafond, le pouls martelant mes côtes. Il ne s'agissait plus de la surprendre. Il s'agissait de sortir avant qu'elle ne puisse m'écrire dans la scène finale en tant que méchant dont elle avait besoin. Le jour après avoir parlé avec Ali, je n'arrivais pas à me concentrer. Chaque son dans la maison ressemblait à une trappe qui grinçait en s'ouvrant. J'ai commencé à observer Michel comme on observerait un animal sauvage dans sa cuisine. Prudemment, silencieusement, en essayant de ne pas le provoquer avant de comprendre comment diable il était entré. Elle agissait normalement, suspicieusement normalement, trop affectueuse, trop calme, trop lisse. Comme si elle connaissait le rôle qu'elle jouait et qu'elle avait réussi l'audition. J'avais déjà vu les scripts, les chronologies mises en scène, le dossier Dropbox qui me faisait passer pour un homme en pleine décomposition sur le papier. J'avais lu les conversations par SMS avec son amant, vu les photos de moi prises sans mon consentement, et appris d'une femme que je n'avais jamais rencontrée que ma femme avait déjà fait des choses comme ça auparavant. Mais rien de tout cela ne m'avait préparé à ce que j'ai trouvé ensuite. Tout a commencé par un étrange email qu'elle a reçu alors que nous regardions la télévision. Elle était blottie contre moi, faisant semblant de s'intéresser à une émission de concours de pâtisserie tout en faisant défiler secrètement quelque chose sur son téléphone. J'ai aperçu son écran de verrouillage. Une notification est apparue avec l'objet « Brouillon prêt pour révision ». Modèle de rapport d'incident. Elle a rapidement incliné le téléphone, trop rapidement, et a dit « Des trucs du boulot ». Mais elle n'avait jamais incliné son téléphone loin de moi auparavant. C'était nouveau. Quand elle s'est levée pour prendre sa douche, j'ai attendu une minute entière avant de me diriger vers son ordinateur portable, qu'elle avait laissé ouvert sur la table basse. Je connaissais le mot de passe. Elle disait toujours, pourquoi se cacher des choses? L'ironie aurait été drôle si elle n'avait pas été si écœurante. Ce que j'ai trouvé m'a donné la chair de poule. Il y avait un document ouvert sur son écran intitulé « Juin 2025, chronologie du harcèlement, usage interne ». J'ai cliqué dessus. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli rater le curseur.
C'était une chronologie, un miroir déformé de celle que j'avais trouvée auparavant, sauf que celle-ci ne suivait pas son aventure ou le transfert de nos biens. Celle-ci me suivait moi, ou plutôt une version déformée de moi qui n'existait pas. Chaque entrée était un mensonge, soigneusement tapé et daté. 4 avril, Wendell verbalement agressif après le dîner. Pas de témoin. 12 avril, retenue de finances, refus d'accès partagé au compte courant. 1er mai, a haussé le ton lors d'un désaccord. Le chien est devenu visiblement effrayé. 10 mai, m'a traité de menteuse manipulatrice, s'est excusé plus tard, mais le schéma continue. 6 juin, intimidation physique lors d'une conversation sur la thérapie. Rien de tout cela ne s'est jamais produit. Pas un seul moment. Mais c'était écrit comme un rapport. Froid, formel, factuel. Le genre de langage qui semble neutre mais qui démolit votre crédibilité dans une salle d'audience. La dernière entrée m'a glacé le sang. Si l'escalade continue, envisagez un rapport préventif pour documentation de sécurité. Voir 6 juin pour le brouillon du langage. 6 juin. Il y avait un fichier séparé, déclaration pour officier, brouillon.doc. Je l'ai ouvert. Elle se préparait à me dénoncer pour abus émotionnels, pour manipulation, pour comportement erratique et hostilité verbale. Elle a même inclus la partie sur mon imprévisibilité pendant les traitements de fertilité, me peignant comme un mari émotionnellement instable qui a craqué sous la pression et a commencé à exercer des comportements de contrôle. Elle ne voulait pas seulement me quitter. Elle voulait me briser, pour que, lorsqu'elle disparaîtrait avec son nouveau partenaire, le monde pense qu'elle était la courageuse survivante d'une relation toxique. Et le pire de tout, elle savait comment le rendre crédible. J'étais silencieux, renfermé, isolé de mes amis. Elle avait parfaitement préparé la scène, une scène où le public ne demanderait même pas ce qui s'était passé parce qu'elle avait déjà écrit la réponse. Il n'a jamais été celui qu'il semblait être. J'ai fermé l'ordinateur portable, je suis allé à la cuisine et j'ai agrippé le comptoir jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Je n'avais plus peur de la perdre. Cette partie était morte. J'avais peur de me perdre moi, la vie que j'avais construite, mon travail, mon nom, ma santé mentale. Mais quelque chose a changé en moi cette nuit-là, une résolution que je n'avais pas ressentie depuis des années. Elle voulait me piéger, très bien, mais j'avais ma propre chronologie maintenant, et elle était plus honnête, plus détaillée, et sur le point de devenir bien plus bruyante que la sienne. Dans les jours qui ont suivi, je me suis déplacé comme un fantôme dans la maison. Silencieux, prudent, invisible à dessein. J'ai arrêté de réagir, arrêté de questionner. J'ai souri quand elle souriait, ri quand elle riait, et hoché la tête lors de fausses conversations sur notre escapade du week-end. Pendant ce temps, je documentais tout. Chaque fichier que j'avais trouvé, chaque chronologie falsifiée, chaque capture d'écran, chaque message mis en scène, note vocale et brouillon de rapport. J'ai tout catalogué sur un disque dur externe sécurisé. J'ai fait des sauvegardes. J'ai même rencontré un avocat, pas un de nos contacts communs, mais l'ami d'un ami spécialisé dans les preuves numériques, la défense de la réputation et les sorties stratégiques. Et puis j'ai fait mon mouvement, en silence. J'ai commencé par le compte Dropbox partagé. Je l'ai vidé, non par dépit, mais pour verrouiller son récit. Elle ne pouvait pas modifier ce qui n'était plus là. Mais je n'ai pas supprimé les fichiers entièrement. Je les ai déplacés dans un dossier privé et crypté que je contrôlais. Ensuite, je me suis connecté au compte bancaire commun et j'ai séparé nos virements directs. Propre, légal, sans confrontation. Puis est venu le vrai coup de grâce. J'ai engagé la procédure le premier. J'en avais assez. Manipulation émotionnelle, tromperie financière, un schéma d'infidélité et une intention documentée de calomnier. Tout cela exposé dans un langage juridique calme et digne qui n'avait pas besoin de crier pour être dévastateur. Quand les papiers lui ont été signifiés, elle était encore en peignoir, sirotant son café, parcourant ses emails, complètement impréparée à la version de moi qui s'était enfin réveillée. Au début, elle a joué la confusion. Wendell, qu'est-ce que c'est que ça? Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit, tu m'as dit que j'avais tort ce soir-là sur le toit. Tu te souviens? Elle a tressailli, très légèrement. Eh bien, ai-je continué, tu avais raison sur un point. J'étais lent, mais je ne suis pas stupide. Elle m'a regardé comme si elle attendait la chute d'une blague. Mais il n'y en avait pas. Juste le silence. Un silence paisible, indéniable.
Le genre de silence qui ne vient que lorsque vous avez déjà gagné et que vous n'avez pas besoin de vous vanter. Au cours des jours suivants, elle s'est effondrée par petites secousses saccadées, a essayé de jouer sur l'émotion, a tenté d'inverser les rôles, prétendant que j'abandonnais le mariage sans préavis. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas répondu la plupart du temps. Au lieu de cela, j'ai déménagé, temporairement au début. J'ai pris le chien, trouvé une location à court terme grâce à la connexion d'un collègue, et je me suis donné de l'espace pour respirer sans regarder par-dessus mon épaule. L'avocat a travaillé vite. Les preuves étaient irréfutables. Il n'y avait pas de dossier contre moi, juste une série de demi-vérités manipulatrices qui se sont dissoutes dès qu'elles ont été exposées à la lumière du jour. Lorsque son projet de rapport d'incident a été évoqué lors de la médiation précoce et que mon avocat a fait glisser sur la table un dossier contenant les métadonnées des fichiers d'origine et une déclaration écrite d'Ali, Michel a finalement cessé de faire semblant. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas supplié. Elle s'est simplement dégonflée en silence, comme une histoire qui avait perdu son public. Finalement, elle a signé. Pas de scène publique, pas de drame au tribunal, juste des signatures et du silence, et une seule phrase chuchotée alors que nous sortions du bureau pour la dernière fois. Tu n'étais pas censé me devancer. Je n'ai pas répondu. Qu'y avait-il à dire? Elle ne le savait pas encore, mais je ne m'éloignais pas seulement d'elle. J'entrais dans une vie où je n'avais plus à jouer un rôle. Où je pouvais respirer sans attendre que le prochain coup de poignard tombe. Où je n'étais pas le personnage secondaire dans le scénario de quelqu'un d'autre. Et dans ce silence, j'ai réalisé autre chose. J'étais libre. Pas brisé. Pas détruit. Pas humilié.